Ça change, yeah, hey, faut que ça change, yeah, hey. Oui, donc dans le fond, moi, je vous propose une petite présentation de ce qu'est cet organisme-là, son historique, ses enjeux, ses défis, comment ça s'est mis en place. Je vous propose une vingtaine de minutes de présentation, puis après, on pourrait y aller avec 10 minutes de questions. Je ne sais pas si ça vous convient. Génial. OK. Donc, on va y aller pour la petite histoire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Produire la santé ensemble? Non? Parfait. Un tout petit peu. OK. Dans le fond, la façon dont c'est né, ben, Evelyne le disait tout à l'heure, moi, j'ai un background en agronomie, en agriculture. Je viens de ce secteur-là. Il y a quand même certains liens, je pense, avec vous, au sens où, moi, durant mes études, j'étais pas tellement intéressée par le volet, je pourrais dire, clinique, qui est comme de faire des prescriptions agronomiques à des producteurs agricoles. J'étais vraiment plus attirée vers le volet, disons, social de l'agriculture, mais qui était, il y a 20 ans, quand même assez peu développé. Donc, il fallait soit aller vers le privé, si on veut, ou bon, le public, là, qui est plus la fonction publique. C'est là que je vois qu'il y a un peu des liens avec vous au sens où comment est-ce qu'on peut créer des alternatives communautaires là, et développer des nouvelles choses. Donc, je vais vous parler, c'est sûr, plus d'autonomie alimentaire ce soir, mais il y a sûrement des liens qui vont pouvoir se faire avec vous par la suite. Donc, comment c'est né ce projet-là? Quand je suis arrivée après mes études, donc en 2006, j'avais envie de travailler au niveau du développement rural, développement régional. Puis, j'allais cogner à toutes les portes, hein, vous savez, l'Union producteurs agricoles, le ministère de l'Agriculture. J'allais cogner à toutes les portes pour voir, hey, on peut-tu mettre en place une structure de mise en marché où il y aurait d'un bord des producteurs, l'autre bord des consommateurs, puis faire en sorte de réseauter ces gens-là ensemble. Puis tout le monde me disait: «Non, en Gaspésie, il y a pas la place pour ça, il y a pas le bassin de consommateurs pour ça». Bon, on recule il y a près de 15 ans, là. Donc les portes se fermaient jusqu'au jour où on m'a dit: «Va se laisser. Il y a là, une autre Isabelle qui parle tout le temps comme toi de communauté, tout ça, santé des communautés. Va la voir, elle va pouvoir t'aider». Fait que vous comprenez que pour moi qui étais issue du monde agricole, de me faire dire d'aller au CLSC, c'était un peu bizarre. Mais je suis allée avec beaucoup de curiosité. Puis, effectivement, quand j'ai rencontré Isabelle Garcia, qui est médecin de formation, qui travaillait à ce moment-là comme en prévention, promotion de la santé publique, je m'assois dans son bureau, je lui parle du projet, mise en marché, producteur, mangeur, comment qu'on peut faire des liens. Puis elle me dit: «Wow! Hey, c'est un projet, qui aurait, des liens avec qui pourrait, comment qu'il disait ça? Avoir un impact sur les déterminants sociaux de la santé». Pour moi, là, imaginez, c'est un vocabulaire complètement nouveau. Là, elle me dit: Tu sais quoi la santé? Tu sais? Là, je suis comme: ben, c'est pas être malade. Tu sais? Évidemment, elle se met à me dire: non, la santé, c'est la capacité physique, psychique, sociale de jouer son rôle dans sa communauté. Tu sais, c'est global, économique, tout ça. Fait que là, j'étais comme: «Ah ouais». Là, elle me dit: «Ouais, fait qu'avec un projet comme ça, on peut, avoir une incidence sur l'amélioration de la santé des gens et des communautés». Donc, pour moi, ça a été comme toute une révélation parce que surtout, elle m'a dit: «Qu'est-ce que tu dirais si on faisait un projet ensemble, mais qu'on recule un peu?» Tu sais, là, moi, mon idée était toute faite, là, une structure de mise en marché coopérative. Elle dit: «On pourrait partir à zéro, aller voir les gens, leur demander c'est quoi qu'ils ont besoin pour améliorer leur autonomie alimentaire, pour faire plus d'agriculture, pour manger plus local». Fait que j'ai dit: «Waouh, super bonne idée». Alors, on est partis ensemble, Isabelle et moi, on a recogné à toutes les mêmes portes que j'avais cognées, c'est-à-dire l'UPA, le MAPAC, tout ce qui était développement économique. Et pour eux, de voir le secteur de la santé arriver à leurs portes pour travailler en collaboration, surtout que si on se ramène à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le PAG, le plan d'action gouvernemental prévention de la santé pour lutter contre l'obésité. Donc, c'était l'occasion pour tout le monde de faire une action concrète pour lesquelles il y avait des comptes à rendre. C'est comme ça que c'est starté. En fait, toutes les portes se sont ouvertes à ce moment-là. Tout le monde avait envie de travailler avec cet angle-là. Là, j'aurais envie de vous faire un petit partage d'écran. Moi, je suis très visuelle. On dirait que j'ai besoin de vous présenter un peu la démarche qu'on a mise en place. Je vais y aller comme ça. Donc,
au tout départ, ce qu'on a fait, la première étape, ça a été de, évidemment, rassembler tout le monde puis de dire, bon, ben, par où qu'on le part, ce projet-là? Puis là, il y avait une bourse à ce moment-là qui existait, c'était les laboratoires ruraux. Si on réussissait à avoir cette bourse-là, ça nous donnait du financement pendant 6 ans. Donc là, on parlait vraiment d'un levier qui nous permettrait, qui nous permettait d'avoir un impact là, réel sur ce qu'on voulait faire. Donc, pendant 3 mois, on a travaillé d'arrache-pied avec 13 partenaires pour monter une stratégie sur 6 ans qui allait permettre de déployer Produire la santé ensemble, qui est le nom qu'on a trouvé par la suite. Donc, je vais vous parler donc de tout ça parce que, bon, vous comprendrez qu'on a finalement eu la bourse sur 6 ans pour mettre en place ce projet-là. Juste pour vous faire un contexte, un laboratoire rural, il y en a eu 33 au total au Québec pendant les 6 années. Et puis, c'était des bourses de 90 000 par année pendant 6 ans pour chacun de ces 33 projets-là. Ça se voulait des projets nationaux au sens où c'est un laboratoire dans une communauté, mais qui a pour but de transférer les connaissances à l'ensemble du Québec. Et c'est toujours en milieu rural. Donc, nous, on avait notre groupe de travail avec nos 13 partenaires. On s'est donné une mission qu'Evelyne a nommée tout à l'heure. Et on s'est donné évidemment 2 cadres de référence pour travailler, pour bien parler le même langage, vu que tout le monde venait de secteurs différents. Il y avait l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement. Donc, les 2 cadres de référence, je vais vous les parler, puis je vais vous nommer aussi peut-être quoi nos 3 logiques, peut-être quoi nos 3, dans le fond, nos 3 stratégies là, sur lesquelles on est allé faire des projets très concrets. Donc, ça, c'était les secteurs. Donc, comme je vous disais, c'est le comité. On voit qu'il y a là plusieurs secteurs, pêche, agriculture et tout. La mission, développer, accompagner des solutions collectives pour l'accroissement, pour l'amélioration de la santé globale par l'accroissement de l'autonomie alimentaire. Donc, la santé, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la définition qu'Isabelle m'a dite au départ, qu'on a utilisée tout au long du projet. Pour ce qui est de l'autonomie alimentaire, la définition, le cadre de référence qu'on a utilisé, c'est celui du Réseau québécois des cuisines collectives du Québec. Donc, l'autonomie alimentaire, c'est le pouvoir de choisir une saine alimentation, mais c'est aussi l'accès à une quantité quotidienne suffisante, à un coût accessible également. Donc, c'est principalement ces 3 choses-là. Être capable de les choisir, être capable de se les procurer financièrement et physiquement. Ce qui est, pour nous, dans notre cas, dans la MRC Rocher-Percé, faut le dire, on a une agriculture complètement déstructurée. Avant, dans les années 50, on avait une autonomie alimentaire qui était de plus de 70 %. Les gens produisaient l'essentiel de ce qu'ils devaient consommer. Aujourd'hui, on ne produit presque plus rien. On a une trentaine de producteurs, essentiellement du vache-veau, donc des animaux qui s'en vont vers l'extérieur pour être engraissés près de Montréal, puis ça ne revient pas ici la majorité du temps. On a quelques producteurs maraîchers, mais on parle d'un portrait d'une agriculture déstructurée totalement, où est-ce que finalement, l'autosuffisance alimentaire, si tu ne la fais pas chez toi, il y a peu d'accès possible autour de chez nous. Fait que ça, c'est pour le portrait de l'agriculture. Pour ce qui est du développement des communautés, le cadre de référence qu'on a utilisé, c'est celui de l'Institut national de santé publique. Puis les 4 principes d'action, on les a mesurés tout au long des 6 ans dans chacun des projets pour s'assurer qu'on était sur la coche, puis qu'on travaillait vraiment en développement des communautés. Donc, on voulait optimiser la participation citoyenne, le renforcement du pouvoir d'agir, évidemment la concertation intersectorielle, ça, dès le départ, c'était de mise. Puis, bon, l'harmonisation des politiques, ça a été quelque chose sur lequel on a moins d'emprise, disons. C'était moins à notre niveau. Mais les 3 autres, on a travaillé très fort à ce niveau-là. Pour ce qui est, je vous parlais du portrait de l'agriculture chez nous, mais pour ce qui est du portrait de la santé, c'est pas beaucoup plus reluisant au sens où la MRC Rocher-Percé est une des plus défavorisées au Québec, tant au niveau des chiffres là, qui se concernent la démographie, le socio-économique. Donc, on parle de ménages, donc au niveau du revenu, au niveau des taux de famille monoparentale, au niveau du taux de scolarité. On rafle la palme, malheureusement. Par contre, on a une grande force, c'est l'entraide et la solidarité, la fierté et l'appartenance. Et ça, c'est évidemment des ingrédients très précieux pour mettre en place un projet comme celui-là pendant 6 ans. Donc ça, c'était pour notre portrait, notre cadre de référence. Donc, là, on s'est dit, on fait du développement des communautés. On veut évidemment travailler comme la santé publique le dit. Première étape, quand on fait du développement de communauté, il faut aller faire un portrait des gens, c'est quoi leurs besoins. C'est là que je vous dis que ça a peut-être des liens avec vous en soins infirmiers, au sens où si vous voulez mettre une alternative en place, bon, c'est le même processus si vous voulez travailler en développement de communauté. Donc, faire un portrait des besoins, trouver l'idée qui rallie les gens,
planifier, mettre en œuvre, structurer cette idée-là, mettre une structure, un cadre autour de tout ça, maintenir l'élan, ça c'est pas facile, puis évidemment, s'évaluer en cours de route toujours pour améliorer l'action. Fait qu'on s'est dit, OK, go, on part avec ça, ça c'est notre cadre de référence, c'est comme ça qu'on veut travailler, maintenant, allons-y. Là, je vous parle de tout ça. Ça a pris à peu près 3 à 6 mois, là, bâtir ça. On était déjà prête à passer à l'action. On avait identifié 3 stratégies. On voulait aller travailler au niveau d'un volet qui serait plus marchand, c'est-à-dire travailler auprès des producteurs agricoles, des transformateurs, aussi du secteur des pêches, pour augmenter la production locale, en fin de compte, puis surtout la réseauter avec la consommation locale. Ça, c'était un des volets qui ressemblait beaucoup à ce qui m'intéressait au départ. Sinon, il y a un autre volet qui était éducatif. Donc, on se rappelle, dans l'autonomie alimentaire, le pouvoir de choisir est très important. Donc, redonner la capacité aux gens de faire un choix d'une alimentation saine et locale. Donc, vous verrez plus loin quel genre de projet on a mis en place pour ça. Puis finalement, le dernier volet qui est le plus utopique, le plus novateur, on a travaillé même avec Équiterre au début du projet par rapport à ça, c'était de voir est-ce qu'on peut transformer une communauté, un village dans le fond, est-ce qu'on peut travailler à l'échelle d'un village pour développer une vision d'autonomie alimentaire, mais à l'échelle d'un village. Donc, on suppose évidemment des projets de troc, d'échange, jardin communautaire, tout ça. Donc, on partait avec cette intention d'aller travailler dans ces 3 volets-là pendant 6 ans, puis de documenter ce qui allait émerger et surtout de soutenir les gens dans ce qui émergerait pour que ça puisse faire la transformation sociale. Donc, pour ce qui est de la logique nourricière, on se rappelle nos étapes, faire un portrait, trouver l'idée qui rallie, maintenir l'élan, évaluer. Donc, première étape a été d'aller faire un portrait. Je vous dirais qu'au début, on ne s'est pas pitché dans la collectivité comme ça. On avait besoin d'aller rencontrer les gens, individuellement. En fait, on voulait savoir, eux autres, quand ils parlent de santé, tu sais, avec quels mots ils parlent de santé? C'est quoi le langage qu'ils utilisent? Donc, on a fait une étude de perception. On a sorti le bottin téléphonique, on a pigé au hasard, je crois que c'est 12 personnes. On est allé les voir chez eux avec un questionnaire. C'est quoi pour vous la santé? C'est quoi la santé d'un individu, mais c'est quoi la santé d'une communauté? C'est quoi pour vous l'agriculture? À quoi ça sert? C'est-tu important d'en avoir? Puis si oui, comment? Pourquoi? T'sais? Donc, on a fait ce portrait-là. Donc, la santé, les gens disaient bouger, bien manger, évidemment. Une communauté en santé, il y a de l'entraide, il y a de l'emploi, il y a de l'économie. C'était beaucoup les réponses qui ressortaient. Ça ressemblait évidemment à tout ce que nous, on disait comme avec les partenaires. Donc, là, une fois qu'on a fait cette étude de perception-là, on a vu qu'il y avait comme un intérêt aussi pour les gens pour l'agriculture, développer l'agriculture, parce que les gens disaient, c'est vraiment dommage, il n'y en a plus, il y en avait avant, puis là, on n'a plus le droit, puis pourquoi? Puis, tu sais, on sentait comme un intérêt. Donc, on s'est dit, ben go, on va de l'avant avec ce village-là. J'ai oublié de le mentionner, mais le village qui a été ciblé pour faire ce projet pilote-là, c'était Val d'Espoir. Il y a une petite communauté derrière Percé. La raison pour laquelle il a été choisi, c'est qu'il y avait là historiquement une école d'agriculture nationale qui a existé pendant près de 25 ans, qui était reconnue. Donc, une grosse école. Donc, tout un passé agricole et puis évidemment un potentiel au niveau des terres. Donc, une fois qu'on a vu que les gens étaient intéressés individuellement, là, on voulait aller les chercher de façon collective. On voulait faire une rencontre de village. Donc, c'était pas facile parce que c'est toujours les mêmes qui viennent aux rencontres de village. Tu sais, 10, 12 personnes. C'est dur de faire sortir les gens de façon massive. Là, on s'est dit, comment on pourrait faire? Ce serait quoi la stratégie pour vraiment qu'il y ait beaucoup de monde? Fait qu'on est parti avec une vidéaste du coin qui s'appelle Marie-Claude Vizio, qui a fait un super bijou de documentaire qui s'appelle Je rêve mon village. L'idée, c'était d'aller faire un teaser, faire un petit documentaire teaser qui allait attirer les gens à une rencontre de village. Fait que ni plus ni moins, on allait dans les maisons, filmer les gens pour leur demander qu'est-ce que tu rêves pour ton village? On a filmé une trentaine de personnes de 5 ans à 97 ans. Et c'était absolument sublime. Si jamais vous voulez la voir, la vidéo, sur notre site Internet. Mais c'est un outil de mobilisation incroyable. Il y a 85 personnes sur une population de 400 qui sont venues. Donc, on a pu, à cette soirée-là, il y avait les gens de Ville et Village en santé, de Solidarité rurale du Québec. On a animé une belle soirée de brainstorm collectif pour voir c'est quoi les idées, c'est qui les leaders, c'est qui qu'on allait supporter pour les années qui suivraient.
Donc, évidemment, plein de projets qui ont émergé, jardin communautaire, un groupe qui ont acheté un moulin à farine ensemble, il y a une cuisine communautaire qui s'est mise en place, il y a même un moulin à farine qui a été construit avec M. Gérard Larose, syndicaliste. Donc, il y a eu quand même une effervescence au village là, tout au long des années avec ces projets-là qui ont levé. Ça, c'était pour vous présenter un peu un clin d'œil de ce qui s'est fait dans les années, dans la logique nourricière là, du village. Pour ce qui est, puis évidemment, il y a d'autres projets dans les autres villages là, ça a inspiré, dans le fond, d'autres villages à mettre en place également là, des projets de jardins communautaires et autres. Ensuite de ça, est-ce que ça va bien? Je ne sais pas si le rythme, ça va. Attends un peu, je vais me mettre sur mute. Ben, moi, Isabelle, je me demande juste par rapport à la gestion du temps, je ne sais pas combien de minutes ça fait que tu pars. C'est quand qu'on revient en grand groupe pour laisser un espace. Fait que je me demande juste, c'est quand qu'on revient en grand groupe? Est-ce que oui, Stéphanie, t'avais-tu une réponse? C'est 30 minutes, ça, je n'ai pas remarqué de quelle heure exactement. Je dirais qu'il doit rester. Je pense qu'on pourrait écrire dans le chat, peut-être, pour demander. Je m'occupe de ça. Puis sinon, Stéphanie, Olivier, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est lourd? Comment ça va? C'est super intéressant. Super intéressant. Surtout que c'est des choses qui se passent à une demi-heure, 3 quarts d'heure de chez nous que je ne connaissais pas. Ah, c'est toi qui es à Gaspé, OK! Ah, cool, super! Bon, mais tant mieux. Ben, s'il y a de quoi, en tout cas, vous pouvez intervenir. Là. Je me sens un peu comme devoir monopoliser un peu le plancher. Donc, je vais retourner ici. Et puis, je vais quand même aller assez rapidement là, pour la suite pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est ça. Je vous ai donc présenté une des 3 logiques qui était la nourricière, celle du village. Maintenant, au niveau de la logique éducative, il y a eu un volet avec les adultes, mais je vous dirais que ça a été beaucoup développé au niveau des écoles avec les enfants. C'est le lieu par excellence pour transmettre les connaissances et avoir un effet sur la prochaine génération, si on veut. Donc, mais le petit volet qu'on a développé avec les adultes et qu'on voudrait bien remettre en place aussi éventuellement, c'est qu'on avait une nutritionniste dans l'équipe qui faisait des visites guidées en épicerie. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Elle prenait des groupes, puis elle les aidait à apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Donc, ça a bien fonctionné. Puis en plus, j'ai oublié de vous dire, mais au cœur du projet, pendant les 6 années, nous, notre porteur, c'était une épicerie. Donc, c'était super terrain d'études pour expérimenter des choses, tant au niveau de l'achat local qu'au niveau des développements de connaissances. Donc, il y a eu ça. Mais sinon, pour la suite, on a implanté plus avec les écoles des projets d'ateliers culinaires puis de jardins, de petits potagers à l'école. Donc, ça a été beaucoup axé autour de ça. Mais évidemment, on a toujours notre logique de développement des communautés en place qu'on ne voulait pas perdre. Fait que l'idée, ce n'était pas que nous, comme intervenants, on va animer des activités à l'école auprès des enfants. On aurait eu beaucoup moins d'impact sur la participation citoyenne, le renforcement du pouvoir d'agir. On voulait vraiment avoir un effet sur les familles. Donc, on a découvert un organisme à Montréal qui s'appelle les Ateliers 5 épices, puis qui avait développé une formule d'atelier parents en réseau, petit cuistot parents en réseau. Donc, c'est carrément les parents qui sont invités à venir à l'école pour soit animer ou encadrer des élèves dans la transformation des aliments pour préparer une recette avec eux. Donc, on a vraiment sauté sur ce type d'atelier-là. C'était clé en main. Les ateliers étaient montés, tout ça. Nous, notre rôle, c'était de mobiliser la communauté, les parents, pour faire en sorte qu'il y ait du monde à l'école là, le jour J, puis qu'on fasse tout ça ensemble. Ça a quand même assez bien fonctionné, puis ça a pris de l'expansion dans nos comme 10-12 écoles du territoire. Là. Il y a eu des petits cuistots pendant plusieurs années, puis on a fait aussi de l'évaluation. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y en aurait long à dire. Au volet aussi éducatif, pour nous, c'était super important de faire des outils de référence pour la population dans notre mission de transfert là, de laboratoire rural. Donc, on a fait différents guides pratiques, comment implanter un jardin, comment justement implanter des ateliers culinaires avec des parents.
Il y avait un bottin des producteurs qu'on voit, le garde-manger MRC du Rocher-Percé. Le petit guide que vous voyez là, le produire et consommer chez nous, c'est un petit bijou. Ça, c'est une pharmacienne avec une agronome qui ont monté ce guide-là en 1 an. On y retrouve par catégorie l'aliment, les lois. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai-tu le droit d'avoir des poules puis de vendre des œufs à mon voisin? Oui, non. J'ai-tu le droit de vendre mes œufs à l'épicerie? Oui, non. Comment? Pourquoi? Puis, donc, vraiment, ça venait démystifier le fait que tout le monde nous disait, ben oui, l'agriculture, c'est bien le fun, mais on n'a pas le droit de rien faire. Le ministère de l'Agriculture ne nous permet pas de rien faire maintenant. Mais nous, avec ce guide-là, on voulait aller montrer aux gens, oui, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, tu sais, jusqu'où on peut étirer l'élastique finalement. Mais donc, c'est pas tout de dire vous avez le droit, mais il fallait aussi donner des bonnes pratiques. C'est bien beau de dire que tu peux vendre des œufs à ton voisin, mais il faut quand même, c'est important de dire, c'est important de laver les œufs. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques au niveau de la santé là, dans la production agricole? Fait que ça, c'est un guide, un petit bijou, comme je vous dis, là, qu'on vendait au prix de l'impression. Puis, en gros, c'est ça, je vais aller vite. Pour ce qui est de la logique marchande, encore une fois, la première étape a été de faire un portrait, rencontrer des producteurs agricoles individuellement, le milieu des pêches aussi. Ensuite de ça, ça a été de les réseauter. Donc, on appelait ça les rendez-vous produire et manger ensemble. Ah, excusez, j'oublie des bouts, ça fait longtemps. Il y avait un portrait des producteurs, mais il y avait aussi un portrait de la consommation institutionnelle. On avait visé l'hôpital. L'hôpital, CHSLD, les CPE, vraiment les institutions qui auraient pu acheter local, donc pour avoir un effet, un levier. Donc, on a fait un portrait individuel auprès de ces institutions-là, puis un portrait individuel, en tout cas, 1 à 1 avec les producteurs-pêcheurs. Puis, on les a tous rassemblés à une belle rencontre. Et c'était vraiment fascinant de voir la responsable d'achat à l'hôpital à côté d'un producteur bovin. C'était une soirée, c'était des soirées magiques, on en a fait quelques-unes. Puis de là ont émergé évidemment les projets pilotes des années qui ont suivi. Chez nous, ce qui était important, c'était de structurer surtout au niveau du bovin parce qu'il n'y avait rien qui se faisait, je veux dire, au niveau de acheter de la viande locale. Il fallait que le producteur tue son animal pour te le vendre, mais c'était pas légal. Fait que là, il n'y avait pas vraiment de solution pour manger la viande locale, sauf d'avoir un veau chez vous. Fait que nous, on a développé un projet pilote, on regroupait des familles, 10 familles par veau. Puis, on organisait toute la logistique pour envoyer ça à l'abattoir puis ramener ça en boîte de viande congelée par famille. C'était un exemple de solution alternative à des choses qui n'existaient pas. Puis aussi, l'autre chose qu'on a faite qui était bien intéressante, c'était un portrait de l'offre et la demande. Donc, on voulait voir la section du milieu là, qu'on voit qui est des beaux paysages. C'est qu'est-ce qu'on produit chez nous? Ça, c'est une photo à peu près en 2007-2008. Qu'est-ce qu'on produit chez nous? Puis, d'un côté, qu'est-ce qui est consommé ici? Ça, c'est des statistiques là, qu'on a été chercher, que ce n'est pas nous qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on produit? Puis, de ce qu'on produit, qu'est-ce qui est exporté? Puis là, on s'est rendu compte que presque tout ce qu'on produit s'en va à l'extérieur, puis presque tout ce qu'on achète ne vient pas d'ici. Mais ça, c'était une belle façon très bien imagée là, de voir l'incohérence dans l'adéquation entre l'offre et la demande locale. Ça, c'est le projet pilote dont je vous ai parlé. C'est un exemple de famille. Vu qu'on était avec une épicerie, c'était possible pour nous de vendre de la viande. Donc, là, on faisait un 5 à 7 à l'épicerie. Les gens pouvaient venir chercher leur panier de viande. En même temps, on parlait de produire la santé ensemble. Puis, on essayait de stimuler la participation citoyenne et tout ça. Donc, j'ai fait le tour un peu des 3 volets, puis de la façon dont on a travaillé dans chacun de ces volets-là. Je dois vous dire qu'il y a un 4e et dernier volet qui est le fameux comité de 13 partenaires. Nous, c'était super important pour nous qu'il y ait des citoyens sur cette table-là. Ça ne pouvait pas juste rester des intervenants, ce n'était pas logique avec la démarche. Donc, graduellement, au fil des ans, il y a des citoyens puis des producteurs et même des consommateurs qui se sont ajoutés au groupe. Puis plus ça avançait dans le temps, plus il y avait de citoyens. Donc, aussi, on a fait un topo avec eux. Comment ça s'est passé, leur expérience, dans un projet comme ça? Puis, ils ont tous dit, au départ, les premières années, mal de tête, ben trop conceptuel. Puis, avec le temps, c'est devenu concret avec des porteurs de projets. C'était même les porteurs de projets eux-mêmes qui présentaient leurs projets à l'ensemble du groupe, qui obtenaient des feedbacks. Bref, puis on a aussi évalué cette gouvernance-là participative qui permet d'améliorer la santé, en fin de compte. Donc, à la fin du laboratoire rural, en 2014, la question était, est-ce que ça s'arrête? Parce que c'était ça l'idée, c'était un labo, un début, une fin, puis après, c'est fini. Mais là, les citoyens ont dit, non, on ne veut pas que ça arrête, on veut que ça continue. Et là, il s'est créé un organisme à but non lucratif avec les citoyens qui étaient motivés.
Et je vous dirais que pendant 3 ans, ça a vraiment galéré au sens où du jour au lendemain, il n'y avait plus de financement, il n'y avait plus de partenaires parce qu'eux, ils s'étaient engagés jusqu'en 2014. Donc, il restait qu'un noyau de citoyens avec une structure qui était difficile à faire rouler. Heureusement, on a pu acquérir avec les sous du laboratoire, on a pu acquérir un bâtiment, mais bon, il fallait quand même payer les taxes, puis les assurances, l'électricité. Donc, on a galéré un peu. Je dis on parce que là, à ce moment-là, je suis devenue comme, j'étais plus coordonnatrice, là, je suis devenue membre du CA, citoyenne comme les autres, parce qu'il n'y avait plus de sous pour payer de la coordination. Fait qu'on a roulé 3 ans, pas de coordo, avec juste des employés sur des projets. Et puis, je dirais qu'il y a eu une petite épicerie qui s'est mise en place pour essayer de faire de l'argent, pour payer les frais fixes. Mais je vous dis, ça a été des années très difficiles de transition, en fin de compte, parce qu'en 2018, après une année de démarche, là, où est-ce qu'on a essayé de prouver au CIS que ce qu'on faisait, c'était de la santé communautaire, puis qu'on voulait être reconnu comme organisme communautaire autonome, OCA, je ne sais pas si vous connaissez ça. Les OCA ont un budget récurrent là, qui s'appelle le PESOC, Programme de soutien aux organismes communautaires. Et là, nous, on a fait valoir le fait que le travail qu'on faisait, ça s'inscrivait là-dedans, c'est de la participation citoyenne, c'est ancré dans le milieu, c'est à but non lucratif, c'est de la transformation sociale. Donc, il y a 8 critères en ACA, pardon. Puis, on y répondait. Donc, on a été admis dans cette catégorie-là d'organismes communautaires. Et, il reste 5 minutes. Donc, c'est ce qui nous a donné accès à ce programme-là, qui était... Puis là, maintenant, je vous dirais, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, et là, on commence à avoir le vent dans les voiles, au sens où on peut avoir une coordination, pas encore à temps plein, mais quand même. Et avec le contexte de COVID, la mission de produire la santé ensemble, ça devient de plus en plus important. C'est là qu'on voit que tous les enjeux de sécurité alimentaire, il va falloir développer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, il va falloir revoir ça, développer encore plus de nouvelles alternatives qu'on en a développées au moment du labo, parce qu'on pense que les prochaines années peuvent être assez difficiles là, au niveau de l'autosuffisance alimentaire. Donc, on est en train de se préparer à ça. Et puis, voilà. Je pense que j'arrêterai là. Yeah, hey, faut que ça change. Yeah,